Art le clown, la nouvelle icône de l'horreur. Comment un simple clown a pu en quelques années se hisser au sommet de la pyramide des tueurs les plus sadiques du cinéma d'horreur. Depuis des décennies, ce sont toujours les mêmes sagas qui reviennent et qui dominent le paysage du cinéma horrifique. Donc que ce soit Halloween, Vendredi 13, Freddy, Chucky, Saw, Scream, etc. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent encore et encore. Alors, bon, je les ai tous derrière moi dans ma vidéothèque, donc on va pas forcément s'en plaindre quand on est amateur de cinéma d'horreur comme moi, parce que voilà, on adore ça, c'est vrai. Mais quand un nouveau psychopathe débarque et qu'il est aussi sadique, aussi dégueulasse et gore que Art le clown, j'avoue que, voilà, ça redonne foi en la monstruosité. Alors, pour s'imposer au milieu des poids lourds comme Jason ou Michael Myers, les films Terrifier ne l'ont pas simplement présenté comme un tueur machiavélique, non, ils l'ont aussi iconisé. Ils nous ont proposé toute une mythologie, toute une symbolique, notamment par rapport à la Grèce antique, par rapport à l'enfer de Dante, par rapport à la religion catholique, avec par exemple l'archange Saint-Michel combattant le dragon, etc. Donc si on prend la totalité des films sur Art le clown, on s'aperçoit que dès le commencement, des indices étaient présents pour nous indiquer que le destin de Art était de devenir immortel. Les films sont donc ici encore construits comme une sorte de coffre à trésors, et je vous propose, encore une fois, d'en obtenir la clé en plongeant dans l'histoire du personnage principal de la saga Terrifier, Art le clown, celui autour de qui tourne toute l'histoire. Car pour ne rien vous cacher, je pense avoir décrypté des éléments dans mon enquête, donc des petites choses ici et là, qui pouvaient nous permettre d'anticiper depuis le début tout ce qui allait arriver à notre ami Art. Donc dans les Terrifier 1, 2 et 3, et même peut-être dans ceux qui suivront, ou dans celui qui suivra au minimum. Donc bienvenue dans cette nouvelle enquête sur un tueur en série. Cette fois c'est sur Terrifier, sur Art le clown, un monstre machiavélique, sadique, qui a pris tellement de plaisir dans ses meurtres que le diable lui-même l'a rendu immortel. Donc tout d'abord, avant de commencer cette enquête sur Art le clown, sachez que je vais vous offrir un t-shirt, et oui. Donc ça va être le t-shirt de Terrifier 3, j'ai déjà offert un tote bag et un sac à vomi dans la vidéo précédente sur Terrifier. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous offre le t-shirt Terrifier 3, donc ultra collector, hein. Voilà, il a été offert en fait pendant les avant-premières du film. Je vais vous l'offrir, ça va être très simple, il suffira juste de faire quelques petits trucs à la fin de la vidéo, enfin je vous expliquerai tout à la fin, restez bien. Donc commençons immédiatement par parler de l'origine d'Art le clown. Pour ça, décortiquons les films dans lesquels Art apparaît, et il y a tout d'abord le court-métrage Le 9e cercle, puis un second court-métrage intitulé Terrifier, avant qu'un producteur, voyant le potentiel horrifique du concept, n'arrive à convaincre donc le réalisateur de ces deux courts-métrages qui s'appelle Damien Leone, de combiner ces deux premiers films avec un troisième qu'il rajoute, et il met tout ça dans un film d'horreur qu'il va appeler All Hallows Eve. Pour que le concept fonctionne, Leone crée un scénario où ces trois petits courts-métrages deviennent des sortes de creepypasta glauques, en fait, des trucs un peu bizarres, qui sont présents sur une cassette VHS qui est glissée dans le sac à bonbons d'un gamin le soir d'Halloween. Donc All Hallows Eve passe totalement sous les radars dans le monde du cinéma d'horreur, mais gardons All Hallows Eve de côté, on le met dans un petit dossier, voilà, ce sera ce dossier-là, et là-dedans, je vais rajouter plein de petits éléments au fur et à mesure de mon enquête qui viendront dans ce petit dossier, et vous comprendrez pourquoi à la fin. Je le pose ici, donc maintenant pour moi, d'après mon enquête, c'est seulement à partir de maintenant, après le film All Hallows Eve, que l'histoire d'Art le clown commence réellement. Damien Leone sait désormais qu'il tient un nouvel antagoniste de l'horreur qui pourra peut-être à l'avenir rivaliser avec les plus grands, s'il trouve le moyen de financer ses films. Il va donc essayer de monter une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Malheureusement, ça va pas marcher, mais bon, vous connaissez le dicton, hein, on échoue seulement lorsqu'on abandonne, et Leone, il est pas du genre à abandonner. Il va donc réussir à trouver 35 000 petits dollars pour mettre sur pied ce qu'il a en tête, et donc c'est-à-dire un premier long métrage. Donc comme je vous l'ai dit, l'histoire commence là, avec ce film. D'ailleurs, c'est mis en image dès le générique de début, avec la préparation de Art. On le voit à une table, se préparer, se maquiller, aiguiser ses lames, bricoler son fouet à flagellation, plein de petits objets comme ça. Et le fouet à flagellation, on le prend, on le range dans mon petit dossier, il nous servira plus tard. Donc Art se prépare tel un super vilain, en fait, il met son costume de méchant, il prend son Art couteau, son Art scalpel, et il est prêt à sortir dans la rue
pour aller terroriser tous ceux qu'il va croiser. Donc l'interrogation que j'ai immédiatement en voyant ça, à ce moment-là, en fait, ça concerne la nature réelle de Hart. Est-ce que ce personnage est humain ou pas? Donc pour répondre à ça, on voit à certains moments différents morceaux de sa peau, en fait, sous ses mains, sous ses gants, sous son masque, etc. Et donc on peut penser qu'en fait, il ne s'agit pas d'un démon ni d'un être surnaturel, mais probablement d'un humain, puisqu'un démon n'aurait sûrement pas besoin de se maquiller comme ça. Nous n'avons pas d'autres informations sur sa vraie identité. La seule chose un peu étrange et sa dentition qui est bizarre, qui est un petit peu qui est un petit peu fouillis, on va dire, mais n'oublions pas que nous sommes aux États-Unis et que voilà, le mec il a juste peut-être pas de mutuelle. C'est possible, on est aux States. Donc maintenant, revenons sur notre enquête et décrivons les différentes actions de Hart. Donc après avoir fini de s'équiper, Hart va sortir dans la rue et croiser deux jeunes filles qui semblent totalement pompettes, on va dire. Donc elles décident donc d'aller manger une pizza pour se dessouler un petit peu, etc. Et évidemment, Hart va jeter son dévolu sur elles. Il va donc les suivre dans la pizzeria, il va essayer de se faire remarquer d'elles sans vraiment de succès. Ah, intéressant, c'est un indice que l'on met également dans mon petit dossier. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas pourquoi je fais tout ça, vous aurez l'explication tout à la fin, vous comprendrez tout va s'éclaircir quand je vais ouvrir ce dossier. Donc ensuite, Hart, n'arrivant pas à intéresser les jeunes filles, il va aller aux toilettes pour barbouiller ses excréments sur les murs en signant de son nom. Je sais, c'est immonde, c'est dégueulasse, on est tous d'accord, mais en même temps, ne lui jetons pas la pierre. Il aurait fait ça dans une superbe galerie d'art d'un bel arrondissement parisien. On aurait crié au génie, ça aurait été le nouvel idole de l'art contemporain. En tout cas, dans le monde normal, barbouiller sa merde sur un mur, c'est complètement cinglé. On le met aussi dans mon dossier, on le met là, on vient l'inscrire dans mon petit dossier parce que ça va nous servir aussi. Donc évidemment, suite à ça, Hart se fait jeter de la pizzeria. Le patron, n'étant pas fan d'art contemporain, il met un gros coup de pied au cul et il dégage. Et lorsque les filles sortent du resto un peu plus tard, elles vont se rendre compte qu'un de leurs pneus de voiture est crevé. Oh, comme c'est bizarre. Oh alors. Notre héroïne décide alors d'appeler sa sœur Vicky pour venir les chercher, donc elle appelle sa grande sœur à l'aide. Mais en attendant, les deux filles vont avoir une idée absolument géniale, une idée incroyable que l'on voit dans tous les films d'horreur depuis 30 ou 40 ans. Elles vont avoir l'idée de se séparer. Et oui, évidemment. Donc bien sûr, maintenant que Tara est seule et qu'elle est isolée dans ce bâtiment pourri, Hart va la poursuivre et nous allons pouvoir constater deux choses lors de cette poursuite. La première chose, c'est que Hart semble utiliser son odorat, donc pour la traquer, etc. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à un animal ou à un psychopathe, donc on revient sur l'idée qu'il s'agit plutôt d'un humain que d'un démon ou d'une chose surnaturelle. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il va finir par attraper Tara, il va utiliser une seringue pour l'endormir. Nouvel indice, on le range dans mon dossier. Donc l'histoire avance et les deux jeunes filles vont toutes les deux passer entre les mains sadiques de Hart le clown. Alors attention, accrochez-vous, il va pendre par les jambes l'ami de Tara et il va commencer à la... avec une vieille scie à métaux rouillée bien dégueulasse, et pendant toute la scène, Hart va se donner en spectacle en observant les réactions de Tara. On sent qu'il a besoin d'être observé, il a besoin de faire son show, il a besoin d'un public, et il est en perpétuelle représentation. Donc on garde toute cette notion de Hart en train de découper à la scie et en train de se donner en spectacle, on le garde dans mon petit dossier encore une fois. Donc plus ce qu'il fait est horrible, plus il se révèle cruel, et plus les gens sont effrayés évidemment, et in fine, plus ils ont peur, et ben plus lui il prend du plaisir. Donc c'est clairement un tueur en série totalement timbré, qui se nourrit de la peur de ses victimes. À la fin de cette scène, Tara finit par réussir à se libérer et elle parvient alors à poignarder Hart. Mais on remarque qu'il ne pousse aucun cri, même s'il ressent une douleur intense, en fait, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et tandis qu'elle semble avoir pris définitivement le dessus, Hart, qui jusqu'ici n'avait utilisé que des objets tranchants ou lourds, il va soudain, de façon surprenante, sortir une arme à feu de sa chaussette et lui tirer dessus. Donc ça, c'est un fait aussi très intéressant. On constate qu'il peut utiliser une arme de façon totalement inattendue, comme un pistolet par exemple, plus précisément pour les puristes, un Colt M1911, encore un indice surprenant en fait qu'on n'a pas vu venir et qui est très étrange. Et donc ça aussi, je le prends, je le mets de côté dans mon petit dossier. Hart, soudain, sort une arme. Donc maintenant qu'il a shooté Tara à plusieurs reprises, Hart se rend ensuite compte qu'elle a appelé sa sœur Vicky à la rescousse. Et donc, pourquoi se priver d'une nouvelle victime, hein, c'est pas le genre de Hart. Donc dès que Vicky se pointe, il décide de la poursuivre également, et lors de ses diverses tentatives pour l'attraper, il va essayer à un moment donné de l'étouffer avec un sac en plastique qu'il va mettre sur le visage de Vicky,
Et de façon surprenante pour Hart, en tout cas il s'y attendait pas, Vicky va déchirer en fait le sac pour libérer sa bouche comme ça et commencer à respirer. Et donc Hart en fait il va être incrédule, il est étonné de tout ça. On va aussi mettre de côté dans mon dossier. Vous inquiétez pas, ça servira à la fin, je vous le promets. Donc Vicky ensuite, elle s'enfuit à travers les couloirs sombres, glauques, dégueulasses, etc. On le garde aussi, on le met là. Et à la fin de cette chasse, elle finit par découvrir le corps de sa sœur Tara. Voilà, sa sœur est là, elle est exposée devant elle et son corps est décoré avec un gros panneau avec marqué Circus dessus. Je le garde dans mon dossier. Elle parvient encore à s'échapper, etc. Elle se met à l'abri derrière des grandes portes battantes, mais c'est pas grave, Hart il défonce tout avec une voiture et il arrive encore à l'attraper. Petite parenthèse, les portes battantes, je les garde aussi. Hart il arrive enfin à choper Vicky pour ensuite se comporter tel un animal puisqu'il va commencer à lui dévorer le visage. Je sais, il est complètement cinglé. Il est complètement barré, il se révèle carrément cannibale, enfin voilà, on est dans du high level de psychopathe. Il va bientôt faire passer Jason pour une petite fillette. Et donc tandis que Hart semble apprécier son repas, son petit mets, des policiers arrivent et ils commencent à le mettre en joue et ils demandent de se rendre. Bon, là on n'est pas au Texas, parce que si on était au Texas, ils auraient déjà vidé 4 fois leur chargeur, mais visiblement on doit être, je sais pas, sur la côte Est ou en Californie. Et donc les policiers sont assez stoïques, jusqu'à ce que Hart ait l'occasion de sortir de nouveau son Colt, sortir son flingue de sa chaussette, il va se coller lui-même une bastos, et il va s'envoyer dans l'au-delà, la moitié du crâne en moins. Est-ce qu'il s'en servait beaucoup jusqu'à maintenant ? Et j'ai pas l'impression, donc c'est pas très grave. Donc là, normalement, c'est fin de l'histoire pour notre clown, mais non, pas du tout. Puisqu'à la toute fin du film Terrifier 1, Hart va changer de statut, le film va basculer dans le fantastique, puisque Hart passe d'humain à surnaturel. Pourquoi ? Parce que Hart, dans son sac mortuaire, à quelques secondes de se faire autopsier par le légiste, eh bien, il va revenir d'entre les morts à la surprise générale. Tel Michael Myers dans Halloween, il se redresse pour devenir le mal incarné, et tout comme Michael, avant de mourir, il était un simple humain, mais il va maintenant devenir bien plus que ça. Donc de l'aveu même de Damien Leone, Hart ne savait pas qu'il allait ressusciter à ce moment-là, et donc quand il revient à la vie sur son brancard, il est aussi surpris que nous. Mais peu importe, le principal c'est qu'il est de retour, et le fait que les lumières de la morgue clignotent et qu'une sorte de coupure de courant fait à moitié dérailler le téléphone, etc. à ce moment-là, ça vient accentuer le côté surnaturel de ce qui se passe. Hart est passé de l'autre côté du miroir, il est revenu, mais cette fois, il n'a plus rien d'humain, il est devenu une sorte de tueur immortel. Alors comment c'est possible, vous allez me dire ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Terrifier 2. Dès le début de Terrifier 2, on reprend direct sur la scène de la morgue à la suite de la résurrection de Hart. Il comprend qu'il est revenu à la vie et il s'auto-répare lui-même en récupérant ce qui lui manque, c'est-à-dire un œil par-ci, un morceau de cervelle par-là, etc. Il se les recolle comme ça et hop, c'est reparti pour un tour. Donc par contre, son costume, en fait, étant couvert de sang, parce qu'il vient quand même de lui arriver plein de trucs un peu chelous, donc il est recouvert de sang, il est bien dégueulasse, et donc, voilà, Hart étant un artiste, il se doit d'être présentable, donc il se rend dans une laverie automatique pour se nettoyer. Là, tandis qu'il y a encore une coupure de courant étrange, comme à la fin du premier film, il va rencontrer une alliée extrêmement bizarre. Elle porte un costume ressemblant au sien, idem pour le maquillage et les dents, et surtout, elle semble tout aussi frappadingue que lui. Alors on se rend compte assez rapidement qu'en réalité ce personnage n'existe pas, enfin en tout cas il n'existe a priori que dans la tête de Hart, et qu'il s'agit en réalité de l'image d'une de ses anciennes victimes, Emily Crane, même si au générique elle est simplement mentionnée comme la petite fille pâle, on sait par rapport au visage que c'est Emily Crane. Donc en plus d'être immortel, Hart est désormais en contact avec l'au-delà. Mais tout ça, c'était juste l'intro. Et donc le générique du début du film démarre, et il nous présente une adolescente, la nouvelle héroïne de ce chapitre, de ce Terrifier 2. Il s'agit de Sienna, et elle est montrée dès le début de la même manière que l'était Hart dans le premier film, c'est-à-dire en train de se préparer, en train de construire une sorte d'armure, de mélanger du maquillage, et construire des ailes d'ange, etc. pour un costume de cosplay. En gros, à l'inverse du générique de super vilain du premier film, nous avons ici droit à un costume de super-héros pour ce second film. Sienna fabrique son costume de façon très pro, elle a beaucoup de matériel, et donc ici on mettra de côté comme indice le fait que l'héroïne semble être costumière. C'est encore un indice que je garde dans mon petit dossier. À partir de maintenant, toute la mythologie, tout le lore Terrifier va se mettre en place. Ce n'est pas pour rien si Sienna prépare
un costume de guerrière aux ailes d'ange, si elle a une épée qui a été léguée par son père pour compléter son armure, et si elle a un grand poster de dragon face à elle dans sa chambre. On a ici l'imagerie chrétienne qui commence à être mise en place avec cette idée de l'archange Saint-Michel combattant le dragon. Mais pour connaître l'importance de Sienna dans la suite de l'histoire, elle va devoir subir un test pour déterminer en fait quel sera son destin. Donc Sienna va donc s'endormir et faire ce qui s'apparente à un cauchemar mettant en scène le personnage d'Art le Clown qu'elle n'a encore jamais rencontré, et son rêve va se dérouler dans un décor commercial appelé le Clown Café avec des enfants qui s'amusent, qui chantent, etc. Jusqu'à ce que Art débarque pour leur distribuer des bonbons. Et ouais, il a l'air super sympa Art en fait. Enfin, sauf avec Sienna, puisque elle, il va pas lui filer des bonbons, il va lui donner un cœur humain recouvert d'asticots. Voilà, pourquoi pas. C'est différent, mais c'est des protéines. Puis ensuite, Art, il sort une mitraillette avec un lance-flamme, et il commence évidemment à faire un carnage. Donc évidemment, ça hurle, ça crie, Art fait du Art le Clown, hein. Et puis il décide à un moment donné de diriger son lance-flamme vers Sienna. C'est là que le test final va commencer, puisque Sienna en fait va devoir réagir à ça. Est-ce qu'elle se laisse faire comme tous les autres enfants autour d'elle, ou est-ce qu'elle décide de réagir et d'affronter ce qui se passe? Et bien là, en fait, Sienna, au contraire de tous les autres, elle va choisir de surmonter sa peur et d'affronter Art. Ensuite, elle se réveille en sursaut dans sa chambre, et elle découvre que les ailes d'ange qu'elle a construites sont en feu, et ce qui était donc un rêve, c'est désormais matérialisé dans la réalité. Sienna vient de passer un test, mais elle ne le sait pas encore, et elle s'aperçoit que tout ce qui était sur sa commode a brûlé, sauf son épée. C'est là que le caractère magique de cette épée apparaît. Et c'est grâce à Jonathan, le petit frère de Sienna, que nous allons en apprendre plus, puisqu'il nous dévoile que leur père, qui a légué l'épée donc, était un artiste qui dessinait et peignait. On apprend aussi qu'il a eu des visions concernant Art, au vu des dessins qu'il a fait, et qui représentent certaines scènes du premier film. On voit qu'il a également dessiné le portrait d'Art le Clown, ainsi que Sienna en guerrière avec le même costume que ce qu'elle a fait en tenant la tête d'une sorte de Satan, une sorte de diable bizarre. Tout ça c'est des éléments hyper intéressants et c'est pour ça qu'on gardera son métier de dessinateur dans mon petit dossier, et puis également les dessins qu'on vient de voir, on va aussi les garder parce qu'ils vont être très intéressants pour plus tard. Ensuite dans l'histoire, Sienna va se rendre dans un magasin de farce et attrape pour trouver des nouvelles ailes pour son costume puisqu'elle en a plus, et c'est là qu'elle va rencontrer pour la première fois dans la réalité Art le Clown, et il va jeter son dévolu sur elle, et comme d'hab, il va essayer d'attirer l'attention, et il va utiliser pour ça un petit klaxon. On le range aussi, le petit klaxon, dans mon petit dossier, parce que ça aussi c'est intéressant. La suite du film va nous offrir des scènes particulièrement violentes, puisque Art va commencer à massacrer toutes les personnes qui sont dans l'entourage de Sienna, allant du simple vendeur du magasin de costumes à son ami Ali, mais aussi la mère d'Ali, la mère de Sienna, ses deux autres potes qui étaient avec elle en boîte, enfin bref, tout le monde y passe. Tout le monde y passe, et Art va même enlever son frère Jonathan pour pouvoir attirer Sienna dans son antre. Donc c'est une vieille attraction abandonnée de fête foraine qui se nomme justement Terrifier, où l'une des marionnettes géantes ressemble beaucoup à Art. Sienna va s'y rendre après sa fête d'Halloween pour essayer de retrouver son frère. Et elle est donc, puisque c'est la fin de la fête, elle est vêtue de son costume de guerrière, avec ses ailes d'ange, etc. Et donc en fait, elle a tout son équipement, tout son attirail pour affronter Art. Donc la mythologie est en place et tout mène à ce combat final qui va se dérouler dans ce lieu étrange, parce que c'est là que le grand combat entre le bien et le mal va pouvoir avoir lieu. Mais celui-ci paraît déséquilibré, car même si Sienna a été choisie par les dieux dans son cauchemar, test, etc. du Clown Café, et qu'elle semble visuellement être, on va dire, l'équivalent de l'archange Saint-Michel qui doit affronter le dragon, etc., elle est pour l'instant une simple adolescente. Elle s'apprête à combattre un être démoniaque, surnaturel, violent, fou, immortel. Elle, en fait, c'est juste une jeune fille, une jeune lycéenne, quoi. Donc soyons clairs, le combat, il est perdu d'avance pour elle. À mon avis, sur BetClick, c'est du 30 contre 1. Je mets pas une pièce sur la petite. Mais malgré tout, Sienna, en fait, elle va explorer les lieux, elle va essayer de retrouver son frère, elle va finir par y arriver. Donc le frère et la sœur essayent donc de s'enfuir de la fête foraine, et Art va parvenir à poignarder Sienna en lui enfonçant une lame dans le flanc gauche. Là encore, on est dans une représentation biblique, puisque c'est comme la lame qui a transpercé le flanc de Jésus, ce qui renforce encore une fois l'aspect religieux de cet affrontement. Mais c'est pas fini, puisque nous allons avoir une autre image christique, car lors du combat, Sienna va protéger son frère en le recouvrant de son corps et se faire flageller au ralenti, comme la flagellation de Jésus lors du chemin de croix. Et donc le combat du bien et du mal atteint son paroxysme dans cette imagerie biblique. Pour les besoins de mon enquête, on va noter aussi que cette scène se déroule dans un endroit de l'attraction Terrifier où se trouvent des statues, personnages étranges tels que des sorcières, des démons habillés avec des capes, des capuches, etc.
Vous l'aurez deviné, c'est un élément important, on le garde de côté. Donc Hart remporte le combat, en même temps il n'a pas eu trop de mal puisque lui il est surnaturel, et après avoir assommé Jonathan, il va saisir Sienna, va la faire tomber dans une cave rouge un étage plus bas, et elle va apparaître là tel un ange déchu. Sienna, toujours vivante, va alors découvrir la présence dans cette sorte de cave d'une fosse étrange, un passage vers un autre monde, un énorme trou mystérieux menant vers un monde souterrain terrifiant d'où s'échappe de la lumière rouge et ce qui ressemble à des cris. Nous sommes donc devant ce qui s'apparente à l'entrée des enfers, comme s'il y avait plusieurs niveaux pour y descendre. Hart surgit alors et transperce Sienna avec l'épée de son père avant de la laisser tomber dans la fosse. Sienna va se réveiller dans un autre monde, elle est emprisonnée sous l'eau, dans une cuve, devant les enfants zombies du fameux clown café du test des dieux, et elle va tenter de survivre, mais impossible de s'échapper. Elle saigne, elle est blessée, elle a le pied attaché, et encore une fois, n'oublions pas qu'elle n'est qu'une simple adolescente, et donc elle va finir doucement par se noyer et se vider de son sang. Mais la mythologie entre alors en action, puisque c'est à cet instant que Sienna va elle aussi être choisie par les forces supérieures, comme Hart, et elle va donc elle aussi ressusciter. Elle a été choisie pour être l'élue, elle présente désormais les mêmes blessures que le Christ, comme lui, elle va revenir à la vie, ses blessures vont disparaître, et elle va s'identifier au sauveur de l'humanité. Sienna remonte donc de cette dimension étrange, elle s'extirpe de l'entrée des enfers, elle récupère l'épée de son père, et elle va enfin réussir à tuer Hart en lui tranchant la tête. Alors normalement, encore une fois, ça aurait pu se terminer là, mais la petite fille pâle, l'allié de Hart, va apparaître pour s'emparer de la tête coupée de Hart et s'enfuir avec. Donc là, le générique va commencer, et puis un peu plus tard, l'histoire de Terrifier 2 qui semblait être finie, reprend avec une longue scène à la moitié du générique final, où nous retrouvons Vicky, la grande sœur qui s'est fait déforer le visage dans le 1, rappelez-vous, qui est désormais enfermée dans un asile psychiatrique et qui va avoir une sorte de crise bizarre. Je vous passe les détails, c'est un peu dégueu, mais elle va utiliser son sang pour écrire sur les murs de sa cellule des insultes. Toutes ces insultes, on les garde aussi, elles sont très intéressantes, on les met de côté et on les range dans mon petit dossier. D'ailleurs, le visage qui est complètement déchiqueté, etc. de Vicky, lui aussi, je le mets dans mon petit dossier. On y reviendra plus tard. Et là, ne me demandez pas pourquoi, comment, etc. Mais pour annoncer l'arrivée d'un Terrifier 3, Vicky va accoucher de la tête décapitée de Hart. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je sais, c'est bizarre, c'est étrange, mais en même temps, je vous parle d'un combat entre un archange et un clown immortel depuis le début. Donc voilà, plus rien devrait vous étonner. Pour qu'on arrive à comprendre tout ça, Terrifier 3 va venir consolider la mythologie, déplacer l'histoire qui se déroulait pendant la fête d'Halloween lors de Terrifier 1 et 2 vers la fête de Noël pour ce Terrifier 3, renforçant encore une fois le côté religieux du lore. Et ce troisième chapitre va également nous apporter des précisions sur la nature exacte de Hart. Donc dans ce troisième chapitre, beaucoup d'éléments nous sont donnés afin de compléter le lore original de Terrifier. Pour ce qui est de l'histoire de Terrifier 3, elle pourrait se résumer assez simplement par le fait qu'elle se déroule 5 ans après Terrifier 2, puisque nous allons ici suivre Sienna, qui sort d'une sorte de cure de repos, pour rejoindre ce qui lui reste de famille pour les fêtes de Noël, à savoir son frère, sa tante, son oncle et sa petite nièce. On remarque aussitôt, avec un œil un petit peu aiguisé sur la religion, que sa petite nièce, qui semble très proche d'elle, s'appelle Gabi. Donc sous-entendu Gabriel. Gabriel, ça correspond à un des 3 archanges de la religion catholique, à savoir qu'il y avait Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Donc il y a de fortes chances pour que la petite prenne part au combat contre les forces du mal. Ensuite, après que Sienna ait enfin rejoint sa famille, en empruntant la route 94, que l'on met dans mon dossier. Hart va sortir de son hibernation, puisque ça fait aussi lui 5 ans qu'il attendait, et donc il va commencer à semer la terreur, et il sera accompagné de ce qui reste du corps de Vicky. Pourquoi Vicky accompagne désormais Hart ? Eh bien, l'explication est donnée par le frère de Sienna, Jonathan, qui est toujours en vie et qui nous donne des précisions dans une lettre qu'il adresse à sa sœur. Il lui explique avoir fait des recherches en démonologie et il en conclut que Hart était un tueur en série tellement sadique et lugubre que lorsqu'il est mort, il a été choisi par le mal pour servir de pont afin qu'un démon puisse entrer dans notre monde en habitant un corps récemment décédé. Mais attention, petite précision, on note que Hart a exactement la même personnalité après avoir été ressuscité qu'avant. Donc le démon se sert d'Hart pour relier les deux mondes, mais le démon en question habite le corps de la petite fille dans Terrifier 2,
et ensuite le corps mutilé de Vicky dans Terrifier 3. Plus précisément, dans Terrifier 2, il habite une sorte de fantôme, puisque le corps n'existe pas. Donc Hart est seulement devenu un tueur en série immortel comme Michael Myers, et il est désormais accompagné d'un démon dans tout ce qu'il fait. La mythologie est donc un peu plus expliquée et les références à la religion, etc. sont désormais extrêmement explicites. Par exemple, nous avons encore une fois une scène de flagellation de Sienna. Nous avons Vicky qui demande à Sienna si elle est bien le sauveur. Nous avons Vicky qui vient placer une couronne d'épines sur la tête de Sienna. Je veux dire, là, on peut pas faire plus. Nous avons également Hart qui frappe les mains de Sienna avec un énorme marteau, ce qui rappelle évidemment les plaies du Christ lorsque ses mains sont clouées sur la croix à grands coups de maillet ou de marteau. Donc vraiment tout ceci vient conforter Sienna dans le rôle d'élu pour sauver l'humanité, puisque chacune de ses blessures depuis Terrifier 2 correspond aux stigmates bibliques, c'est-à-dire aux blessures infligées à Jésus, en l'occurrence le flanc gauche, les mains, la tête, le dos. Donc fort à parier qu'elle aura droit aux pieds et à l'épaule qui portait la croix dans Terrifier 4. Et bien sûr, n'oublions pas presque le plus important, la fameuse scène où l'on voit une sorte de démon esclave en train de forger une armure tout en étant tenu en chaîne par la Vierge elle-même. Bon bah là, on peut pas faire plus clair. Donc le film va peu à peu nous amener vers un nouveau combat final entre Sienna et Hart plus Vicky, et cette fois ça aura lieu au pied du sapin de Noël. Finalement, lors de ce combat, c'est Vicky, donc le démon, qui va finir par être décapité, et son sang ouvrira un portail rouge sous forme de fosse menant vers les enfers, identique à celui que l'on pouvait trouver sous l'attraction abandonnée Terrifier. Et malheureusement, Gabi va, de façon pas très adroite, finir par tomber dans ce trou, en fait dans le trou qui mène aux enfers, emportant avec elle l'épée magique de Sienna. Le portail va ensuite se refermer, et Sienna n'a plus qu'une seule solution maintenant pour retrouver Gabi, ça va être de retourner au Terrifier pour aller chercher sa nièce au fin fond des enfers. Donc cela nous promet un Terrifier 4 de toute beauté. Ça fait beaucoup penser à Hellraiser, à la suite d'Hellraiser quand ils vont dans le labyrinthe là. Donc c'est un peu dans le même délire et je pense que ça va vraiment être très intéressant. Sachant qu'en plus nous apercevons Hart blessé mais toujours en vie qui monte dans un bus et se retrouve assis face à une jeune femme qui lit un livre intitulé Le 9e cercle. Donc on le garde, on le met de côté. Donc maintenant que nous avons vu les 3 films Terrifier, reprenons ce que je vous ai dit dans mon introduction, à savoir que certains éléments permettaient d'anticiper depuis le tout début de la saga tout ce qui allait arriver à Hart le Clown. Donc là, vous devez vous demander, mais de quoi je vous parle? Eh bien, je vous parle du Cold Case, de l'affaire non classée, du X-Files, bref, du tout premier film réunissant les courts-métrages du réalisateur, le fameux film oublié, le Terrifier 0, All Hallows Eve. Ce premier film est un peu la pierre philosophale de la saga Terrifier, le livre des secrets, le Hartonomicon, le manuel donnant les formules magiques qui seront utilisées plus tard. C'est un peu, vous savez, comme les magazines de jeux vidéo qui vous donnent les cheat codes. Tout était là sous notre nez, il suffisait juste d'ouvrir les yeux. Et chacun des indices que j'ai relevé tout au long de cette enquête et que j'ai mis de côté était déjà présent dans All Hallows Eve. Chaque élément, chaque action de Hart le Clown, chaque extrait mis de côté était déjà dans ce fameux Cold Case. D'abord, le fouet à flagellation, il était là et il était déjà présent dans All Hallows Eve. Le fait que Hart tente de se faire remarquer en vain, eh bien ça aussi, c'était déjà présent dans le premier film All Hallows Eve. Le fait de barbouiller les murs des toilettes avec sa propre utiliser une seringue pour endormir sa victime, on le retrouve également. Hart qui scie l'ami de Tara avec une scie à métaux en se donnant en spectacle, eh bien ça aussi, c'était déjà présent. Hart qui sort soudain un Colt, on l'a déjà vu également. Notre ami Hart qui tente d'étouffer Vicky avec un sac plastique sur le visage, mais elle perce un trou pour respirer. Ça aussi, c'était déjà présent.
Des couloirs sombres, glauques, dégueulasses, avec de gros tuyaux. Mais on les retrouve aussi là. L'utilisation d'un gros panneau Circus, c'était ici. Et c'était aussi ici. Les fameuses portes battantes, elles sont ici et elles sont ici. Sienna, qui est costumière dans Terrifier 2, on le retrouve également dans All Hallows Eve. Le père qui dessine et peint le visage de Hart, c'était déjà présent également. Il a dessiné Sienna tenant la tête d'une sorte de démon ou d'un diable. Ce diable en question, on le retrouve également dans All Hallows Eve. Hart qui utilise un klaxon, c'était déjà présent également. Des sorcières ou démons habillés de capes et de capuches, ça aussi, on l'avait dans le tout premier film. La liste complète des insultes, elle était déjà présente. Le visage de Vicky, on retrouve quasiment le même dans All Hallows Eve. La route 94, elle était présente dans le film original. Un livre intitulé Le 9e cercle, évidemment ça correspond au titre du premier court-métrage. Donc voilà, tous ces éléments, tous ces indices étaient déjà présents dans ce fameux film, ce film des secrets All Hallows Eve, que certains appellent également Terrifier 0. J'avais relevé tous ces indices et en fait vous avez pu voir qu'on les retrouve tous. Ce qui nous amène à faire la supposition que le prochain Terrifier devrait se dérouler dans les enfers, comme dans le court-métrage Le 9e cercle, titre qui fait directement référence aux différents niveaux présents en enfer comme indiqué dans le livre du même nom de Dante. Donc fort à parier que nous allons découvrir le véritable boss final que nous apercevons dans le premier court-métrage et que nous distinguons sur le dessin du père. Sienna devra donc sûrement l'affronter, peut-être avec Gabi, avec l'aide de Gabi, et lui couper la tête si elle veut le vaincre. Peut-être même qu'il y aura un nouvel archange. Et donc voilà, ils vont se réunir tous les trois, très probablement, c'est ma supposition, pour vaincre le fameux démon que nous voyons dans le court-métrage Le 9e cercle. En tout cas, c'est mon hypothèse. Cela devrait donner un sacré spectacle pour ce prochain Terrifier, et je suis pressé d'y être. Si vous voulez essayer de deviner ce qui pourrait se passer dans le prochain film, je vous encourage vivement à regarder All Hallows Eve. Il y a sûrement encore plein d'éléments qui n'ont pas été exploités, et n'hésitez pas à le revoir. De notre côté, maintenant, c'est le moment de gagner le fameux t-shirt taille L. Donc je vous le remontre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou pour ceux qui veulent le revoir. Il est là, il est en taille L, il est magnifique, il est quand même super classe. Hop, je vous l'envoie par la poste. Vous n'avez que 3 choses à faire, c'est très simple pour le gagner. Ça va prendre 5 secondes et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Un like, un commentaire, un abonnement et vous faites partie du concours. En fait, après je fais un tirage au sort qui a lieu sur un site. Et je marque en fait les trucs qui sont nécessaires, donc je vais les marquer qu'il faut qu'il y ait un like, un commentaire, un abonnement, donc je coche ces 3 trucs là, lui il fait son tirage au sort, il essaye, il regarde et il prend n'importe qui en fait parmi les commentaires et vous avez gagné un t-shirt. C'est ultra simple, c'est gratos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette nouvelle enquête vous a plu. J'ai un peu changé le décor des enquêtes, juste histoire de tester, histoire de voir comment ça fait, même moi à l'image je vais voir ce que ça donne. Et puis nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo j'espère. À bientôt, ciao.